Sur l'A350, déjà, ce qu'on fait, nous, on fait un peu moins de 50% de l'avion hors système électronique, hein, donc disons le fuselage intégré. Il n'est pas question que l'A350 soit tout français ou tout allemand. Vous avez vu que la chaîne d'assemblage sera à Toulouse, que le bâtiment de chaîne d'assemblage est en train d'être construit, que les répartitions industrielles sont, je crois, assez bien équilibrées. Et comme je l'ai dit, lorsqu'il y a eu compétition, c'est-à-dire pour l'ensemble de la partie sous-traitée, eh bien, l'industrie française a tiré mieux son épingle du jeu. Alors, ça veut dire que par rapport aux répartitions précédentes, l'industrie française est sûrement autour de 38%, quelque chose comme ça. Hein. On dit que l'Espagne devrait prendre... L'Espagne a beaucoup progressé, à 10%. Le Royaume-Uni autour de 18% et l'Allemagne autour de 32%. Voilà les ordres de grandeur sur l'A350, qui générera de toute façon beaucoup de richesses dans ces 4 pays et évidemment beaucoup en France. On espère vendre 2500 avions, 500 commandes fermes en moins de 3 ans. C'est plus rapide que ce que Boeing a fait avec le 787, qui était l'avion le plus vendu au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont à bord de l'A350 sont quasiment sûrs d'être sur un programme gagnant. Parce que on arrive 5 ans après le 787 et on vend cet avion plus vite. C'est-à-dire qu'il est mieux positionné et qu'il, même si le concurrent sur le papier est un très bon avion, qu'il aura au moins la moitié de ce marché mondial. Moi, j'en suis convaincu. Le challenge, soyons réalistes, c'est qu'à l'échéance, disons, mi-2013, donc dans 4 ans, on soit capable de livrer les premiers avions aux clients. On sait que ce sont des technologies extrêmement sophistiquées, que ça implique beaucoup de partenaires, qu'il faut mettre en place des méthodes de travail différentes au même moment qu'on lance l'avion. Et évidemment, on n'est pas à l'abri de difficultés dans les années qui viennent. La concurrence et notre histoire sur la 380 nous le montrent. Donc on est d'autant plus vigilant pour travailler de façon transparente, beaucoup plus ouverte, anticiper les problèmes. C'est en période de crise, normalement, qu'on a les meilleures opportunités. Et nous, on a des cycles longs, donc c'est difficile, mais on serait sur des marchés à cycle plus court. Je pense qu'il faudrait au contraire lancer de nouveaux produits, il faudrait investir dans l'avenir. C'est très facile de réduire de quelques centaines de millions d'euros les coûts de développement sur la recherche et technologie pour le successeur de la 320. On en verra les conséquences qu'en 2020. Peut-être même plus tard, mais c'est criminel. Et nous, on a besoin de continuer d'investir dans ce domaine et on a besoin de fédérer l'ensemble des industriels français et européens pour que leurs actions soient ciblées sur ce projet. Voilà un exemple, je crois, de vision long terme. On n'exclut pas des développements au niveau du groupe EADS dans les services, par exemple, ou aux États-Unis. Il faut reconnaître qu'on a fait le dos rond sur l'année 2009 parce que la position de cash, même si elle est encore correcte chez EADS, peut fondre très 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 vite, vous le savez bien, on manie des montants très importants. Donc on a été prudent, mais j'ai bon espoir que le groupe puisse redonner quelques marges de manœuvre dans les mois qui viennent. Alors le grand emprunt, beaucoup en parlent, on ne sait pas sur un grand emprunt, on ne sait pas quelles seront ses conditions, mais s'il y en a un, l'aéronautique ne peut pas passer à côté. Et moi, quand j'entends des hommes politiques dire le grand emprunt, ça doit aller vers les projets innovants, l'investissement, c'est génial. En tant qu'industriel dans un secteur à haute technologie, je ne peux pas dire l'inverse. Mais quand j'entends dire il faut faire maintenant comme ce qu'ont fait Pompidou, Giscard et De Gaulle sur l'aéronautique, le ferroviaire et le nucléaire, j'ai l'impression qu'il faut qu'on communique et qu'on explique que la bataille n'est pas finie,
qu'on a 17 000 emplois seulement, nous, Airbus à Toulouse, qu'on génère au total 280 000 emplois sur le territoire national, qu'on est co-leader mondial de ce secteur-là, et que si on n'investit pas maintenant dans les technologies de demain, on va perdre ses positions. Nous, on n'est pas une industrie, contrairement à ce que certains peuvent croire, qui délocalise massivement. On est une industrie qui est très largement ancrée dans nos pays européens, et essentiellement à Toulouse et à Hambourg. Et on sait bien que ce modèle, s'il change, changera au détriment d'Airbus. Donc ce qu'on veut, c'est générer de la valeur, de la haute technologie, du savoir-faire ici, sous-traiter ce qui doit l'être quand on est plus compétitif dans des pays bas coûts, y compris quand on est sous-traitant d'Airbus, parce que si on ne le fait pas, on disparaîtra, se restructurer pour préparer l'avenir, mais c'est aussi de continuer d'avoir ses racines, son pied principal, son engineering, ses chaînes d'assemblage en Europe avec ses partenaires.